Comme ça, je suis Cyril Lembumbu, victime des violences policières de 2016 et prisonnier politique. Donc, après avoir été violenté par les policiers au niveau de la RTG, parce que je ne vais pas commencer par tout ce qui s'est passé depuis la journée jusqu'à arriver aux environs de 18h30, 19h, 20h par là, lorsque nous arrivons vers la RTG à l'époque, les militaires qui étaient à l'intérieur, qui, je pense, étaient solidaires, je parle bien des militaires, c'était des bérets bleus, je pense, nous ont demandé de rentrer à l'intérieur de la concession de la RTG à l'époque. Donc, tous les marchands, tous les manifestants sont rentrés à l'intérieur. Ils étaient en train de vouloir nous installer, en fait, nous donner une zone d'installation, parce que jusqu'à 7 heures, nous étions avec certains leaders, dont le défunt Maître Éméré, paix à son âme. Je pense qu'il y avait Nzibi, et il y avait les Massavala et autres, je me rappelle encore. Donc, nous étions en train de nous organiser pour demander à ce que le directeur, sinon les responsables de la RTG viennent discuter avec nous pour que, éventuellement, nous allons prendre la radio pour annoncer la victoire de Jean-Pierre. Quelques minutes, nous avons été surpris par l'arrivée sur les lieux des camions de policiers, parce qu'ils étaient habillés en tenue de policiers noirs, que nous voyons souvent. Je ne sais pas si c'est une tenue d'une unité spéciale, parce qu'ils étaient tous noirs, majoritairement cagouleux. Il y avait près de 4 véhicules, si j'ai bonne mémoire. Donc, quand ils sont arrivés, c'était la débandade. Ils nous ont barré ils ont barré toutes les sorties, toutes les issues. Donc, moi, je m'avais pour tenter de sortir vers Lucie qui va derrière l'Assemblée. Ils ont bloqué. Donc, j'arrive devant eux et en fait, c'est ça qui se bousculait de partout. Malheureusement, je me suis retrouvé prise à partie par 3 d'entre eux. Un me met d'abord une matraque derrière le dos et j'essaie quand même de forcer vers celui qui est en face de moi pour essayer de lui donner un coup. Donc, je lui donne un coup et celui qui était derrière moi ils avaient des chaussures de combat là. Au moment où je prends l'appui pour essayer de courir, il m'a shooté directement sur le pied, à la cheville, au pied gauche. Et tout de suite, elle s'est brisée de tous les côtés, ma cheville. Et je suis tombé sur le pied droit. Lui aussi, il s'est déboîté. Donc, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de me relever à l'instant. N'eût été le sentiment de solidarité qui avait prévalu ce jour. Les jeunes qui étaient face à moi me voyaient en train de me crouler et criaient « Oh mon Dieu, je vais mourir ». Ils sont venus face aux policiers. Je pense qu'il y a un qui avait donné un coup, je sais pas trop, à un policier, mais j'étais pratiquement plus conscient. Donc, ils m'ont pris là, ils m'ont ramassé avec courage. Et les policiers ont ramassé aussi leurs éléments pour aller à leur véhicule. Donc, les gars m'ont ramené vers la mairie. Je suis resté sur un bloc, là où l'hélico, j'avoue que ce jour, Dieu était avec moi. Oui. L'hélico tirait de là-haut. J'ai entendu 2 balles. C'est 2 balles, on va dire quoi, fleurer le mât de bloc de béton sur lequel les gars m'ont laissé. Et au moment où j'étais, enfin, je pouvais pas m'élever, je pouvais pas me déplacer, j'étais totalement amoché. Maître Éméré venait face à moi avec 2 femmes, accompagné de 2 femmes, et j'ai crié. J'ai dit, maître, je suis atteint, j'ai les 2 pieds cassés, parce que je pensais que l'autre aussi était finalement cassé. J'ai les 2 pieds cassés. Et ils sont venus quand même vers moi.
ils ont tenté de me soulever et donc vouloir m'amener vers la mairie, mais nous avons eu vraiment, je ne pouvais pas imaginer que les Gabonais avaient ce courage. Un militaire, parce que lui, il était en tenue de militaire, ce monsieur-là, il disait être le gardien de la mairie ce jour-là. Il nous a pointé une arme, un PA, directement en face. Je pense que les deux dames qui accompagnaient Maître Mireille, si elles sont encore parmi nous, se rappelleront de cette étape. Donc, il nous pointe une arme, il dit, si vous bougez d'un pas de plus, je tire sur vous. Maître Mireille dit, mais nous avons quelqu'un qui est totalement cassé, les deux pieds sont cassés. Comment voulez-vous que voulez-vous que nous fassions? On ne peut pas le garder là, il ne peut pas rester là. Et là, ça tirait de partout, depuis l'hélico et ceux qui sont venus au niveau de la RTG, les gars tiraient déjà à balles réelles, je peux le témoigner. Et Maître Méré, avec les deux dames, n'ont eu pour réflexe que de m'amener vers la zone comment on appelle, en tout cas derrière la mairie. Mais je pesais certainement et ils ne pouvaient plus aller très loin. Donc, juste en face du Sénat, j'ai été abandonné là. Un autre groupe de jeunes vient me ramasser parce que j'ai crié, j'ai dit, mes gars, pardon, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Ils m'ont pris, ils m'ont amené derrière la maison d'un Béninois parce que les gars sont venus là, ils m'ont dit, ah, monsieur, j'ai écouté les enfants parler, mais j'étais en train de perdre conscience parce que ils ont dit, mais si on le laisse ici, on va le tuer. Ils m'ont amené à la fin on va dire quoi, dans une terrasse. Et des gens, des amis, heureusement, j'avais 3 téléphones ce jour, ils en ont pris 2. Donc, les téléphones d'Android, ils les ont pris. Ils m'ont quand même laissé le petit téléphone, allô, comme on dit. J'ai pu appeler un frère qui est dans la zone, Didier, que je salue au passage, parce qu'il a vraiment participé. Didier est venu, il était presque 4 heures du matin, 2 heures à 3 heures du matin, parce que la circulation était impossible. Mais comme il connaissait le quartier, il s'en est quand même, ils en étaient sortis, parce que la terrasse dans laquelle j'étais, les propriétaires ont refusé de me recevoir. Je les écoutais, oh non, il va mourir, il ne faut pas qu'on dise que c'est nous qui l'avons tué et tout ça, machin. C'était pas loin de la route là, donc ça tirait de partout, les gars ont eu le courage, m'amener vers Bessieux. Donc je suis resté jusqu'à, on va dire, 9h30, 10h sans soin. J'étais déjà presque en train de mourir parce que j'avais une hémorragie interne. Ouais. Le gars avait quelques anti-inflammatoires qu'il était obligé de me donner comme ça. Il est resté là, veillé avec moi jusqu'à 10h. La Croix-Rouge, 10h moins, la Croix-Rouge arrive. La Croix-Rouge arrive. Et là encore, c'est parce que j'ai le numéro d'un petit cousin qui est à la Croix-Rouge. Je dis, ben, écoute, là, je suis pris. J'ai dit au gars d'appeler le petit. Ils ont appelé. Ils sont venus me chercher et ils m'ont amené à Chambrier. Il était 11h moins. Bah, arrivé à Chambrier vers 30 minutes après, je tombe dans un coma. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis réveillé à 24 heures. Je sais qu'à partir de 7 heures, Aïcha était là. Mais quand j'arrivais, j'ai vu certains jeunes mourir devant moi. Ils criaient. Ben, vraiment, si je pouvais repartir, c'était impossible à voir. C'était impossible à voir. Moi, je suis passé par ce coma-là jusqu'à pratiquement 24 heures. Bon, lorsque je m'élève, je me retrouve là. On est dans une situation que nous ne nous attendions vraiment pas. Donc voilà, après 14 jours à Chambrier, parce que j'ai eu 2 opérations qui se sont pas bien passées, je suis sorti le dernier de Chambrier pour me rendre au QG directement parce qu'il y avait des gens qui nous suivaient. Pendant tout notre séjour, nous avons été traqués à l'intérieur de l'hôpital. Heureusement que les gardiens de Chambrier, que je salue encore de passage, vraiment bravo pour leur bravoure. On nous aurait arrêtés pendant que nous étions malades. Donc, nous avons été traqués à l'intérieur de la clinique même, au point où la pauvre Aïcha passait des nuits avec nous de chambre en chambre. Donc, ce 14 septembre, je sors de l'hôpital, je vais au QG, j'étais suivi,
Ben, je sors de là vers 19h, je rentre quand même chez moi et je dois revenir pour le pansement. Je reviens d'abord le 16, je pense. Je fais le pansement sans problème. Donc, quand je reviens le 19 pour le pansement, juste après le pansement, je sors dans la zone de 9 étages. Les gars du CEDOC m'ont pris. Les gars du CEDOC m'ont pris. J'ai passé 8 jours au CEDOC, mais bon, au point où quelqu'un viendra me dire, écoute, nous prions pour toi parce que vous avez voulu arracher le pouvoir au président, sachez que vous payerez le prix. C'est donc j'ai subi tout ce que je ne pouvais pas imaginer, malade, mais les gars n'ont pas hésité à me mettre des menottes, à me gifler, c'était une torture impossible alors que je sortais de l'hôpital après 4 jours. Bon, voilà, je suis resté 8 jours au CEDOC. Après les 8 jours du CEDOC, j'ai été transporté, j'ai été amené au tribunal déféré à la prison centrale. Là où je suis resté 3 mois pour attroupement armé sur la voie publique. Bon, maintenant, je vais vous dire le mobile qui m'amène réellement en prison, c'est parce que je n'ai pas coopéré. Qu'est-ce qu'on voulait que je fasse? Que je dise que je connais là où Zibi avait caché les armes. Alors que moi, j'ai fait la campagne très loin à Menkambo, dans la province de Obévindo, dans le département de la Zadie. Donc, j'étais arrivé à Libreville le 28 ou 29. Et je me suis reposé. Non, j'étais arrivé à Libreville le 29. Donc, je me repose le 29 et le 30. C'est le 31 que je vais au QG. Parce que j'étais responsable scrutateur du candidat Ping dans le département de la Zadie. J'avais effectivement les documents de l'élection du département de la Zadie que je devais transmettre au QG. Donc voilà, ils m'ont gardé parce qu'il fallait que je dise que je connaissais là où Zibi a caché les armes. J'ai dit, mais je n'ai pas fait la campagne avec Zibi. Je n'ai vu Zibi que le 31 au QG. Comment je pourrais savoir là où il a caché les armes? Ce serait même pas réel. Autre chose, mais je ne peux pas dire que je connais là où Zibi a caché les armes, que j'étais avec Zibi parce que je n'étais pas à Libreville. J'étais à Menkambo, je suis arrivé le 29, c'est le 31 que je suis allé au QG parce que bon, bref, ils n'ont pas voulu comprendre cela. Bon, il fallait que je dise, je connais les gens qui ont brûlé l'Assemblée. Je me dis, mais c'est pas possible, je viens de vous dire que. Et même là encore, lorsque nous avons marché, lorsque nous arrivions vers l'ambassade de Chine, l'Assemblée nationale brûlait depuis. Ce ne sont pas des marcheurs qui ont brûlé l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas être possible. Du moins, ça ne peut pas être possible. Sauf si c'est une équipe qui est sortie de derrière l'Assemblée. Mais quant à ceux qui sont partis du QG en passant par le rond-point de la démocratie, autre, ça ne pouvait pas être possible. Ben, ils n'ont pas écouté ça par cette oreille. Ils m'ont gardé en prison pendant 3 mois sans être soigné, bien sûr. Et lorsque j'arrive à la prison, puisqu'il faut passer par le service social, l'infirmerie. Mais l'infirmière, c'est une dame du Haut-Togo. Je retiens le visage de cette dame, mais je n'ai plus son nom. Elle me dira la même chose qu'au CEDOC. Vous avez voulu arracher le pouvoir, mais tu verras comment ton pied va pourrir ici. Et Bob, je vous assure, je suis resté pendant 3 mois, jour pour jour, 3 mois et 9 jours. Le dernier soin que j'avais eu pour mon pied, c'était au CEDOC, puisque j'avais eu la présence d'esprit d'appeler rapidement ma petite amie pour lui dire, bon, écoutez, là, je ne sais pas, il y a des gens qui m'ont pris dans leur voiture, je ne sais pas où je pars. Donc, tout de suite, elle savait que j'étais au CEDOC. Ils m'ont quand même amené à une clinique vers plein Niger, la seule fois. Donc, 3 mois et 9 jours pour quelqu'un qui sortait d'une double opération. Après 5 jours, je pense, je ne me suis plus soigné. Donc, tout le traitement que le médecin avait donné, ça a été, je l'ai interrompu pendant les 3 mois et 9 jours. Quand je sortais, mon pied puait. Mon pied était en train de pourrir. Je n'avais pour espoir que la volonté de Dieu, parce que c'est ce que je faisais tous les jours. J'ai dormi pendant 1 mois sur du contreplaqué parce que mes parents ne pouvaient pas me rendre visite. 1 mois sur le contreplaqué. J'ai trouvé un voisin prisonnier, un gars fond du LNTM, que j'oublie le nom, ça fait quand même longtemps. Il m'a donné un de ses draps.
donc je me couvrais tout simplement. Je n'avais pas de matelas et vous pouvez imaginer, là, j'avais l'artelle parce qu'on ne m'avait pas encore mis le plâtre. J'avais juste l'artelle qui me permettait de garder la blessure et puis après le traitement devait mettre, les quelques jours de traitement prévu, on devait mettre le plâtre. Les bons messieurs de la prison ont bien fait leur travail. Je suis resté un mois à dormir sur du contreplaqué. Après, le grand frère Nzibi, à l'époque, m'avait donné 10 000 francs que j'ai acheté un petit matelas dans un quartier avec un autre prisonnier qui m'a servi pendant quelques temps. Et depuis lors, quand je sors de prison, je suis resté pratiquement plus d'une année et demie. Pas de moyens pour me soigner. Il a fallu attendre en septembre 2017 qu'un grand frère me donne un peu d'argent pour que j'aille faire une opération à Bongolo qui m'a fallu encore 3 autres opérations parce que ils m'ont opéré vers le dos, donc au ventre vers le dos pour prendre de l'os pour faire une greffe à mon pied. Donc, ils ont bien évidemment opéré les 2 côtés du pied et ils ont pris un os au dos pour la greffe. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je reprenne la mobilité totale de mes 2 pieds après pratiquement 2 années où je me servais de béquille. Donc voilà un tout petit peu, en ce qui me concerne, ce que j'ai vécu avec ce système. Mais ces gens qui tuaient là, ils l'ont fait parce qu'ils étaient heureux d'appartenir à ce système, à ce régime. Ce sont des gens qui ont grandi avec nos quartiers. Certains ont épousé des membres de nos familles et vice-versa. On se croise dans les deuils. Le Gabon est petit, comme on dit, c'est vrai. Nos bourreaux vivent parmi nous. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir, quand on regarde l'attaque du QG de Jean-Ping, si on regarde la chaîne de commandement, combien aujourd'hui sont encore en poste? Alors, vous pensez que ces gens-là vont organiser un procès, ils vont se juger eux-mêmes? Non. Mais comment faire? Moi, je pense sérieusement qu'au-delà du dialogue, qui est une occasion, certes, au-delà du dialogue, il faut structurer tout ça. Comme ça s'est fait au Tchad. Mieux qu'au Tchad, mieux qu'en Argentine, mieux qu'au Chili. Il y a des exemples. Il y a des exemples. L'immunité diplomatique n'est pas faite pour tout le monde. Un simple capitaine qui torture des gens, quand il vient en vacances en Europe, il n'a aucune immunité. S'il y a une bonne plainte contre lui en bonne et due forme, même à Bruxelles, on l'arrête. Au nom de la compétence universelle. Quand on parle de disparition forcée, on parle de crime permanent. Même 60 ans après, on peut juger. Il y a des anciens nazis, des SS, qu'on a jugés, ils avaient 95 ans. Le Gabon s'en sortira le jour où on aura la considération pour la vie humaine, d'une part, d'autre part, lorsqu'on mettra fin à l'impunité. Voilà tous ces gens qui ont torturé. Ceux qui ont torturé le frère Cyril au CEDOC. Ils sont dans la police, non? Tous ces gens-là doivent rendre des comptes. C'est pour ça que c'est une lutte sociale, judiciaire, mais c'est une lutte ultime. Parce que c'est ce qui va ramener de l'humanité dans notre pays. Si on laisse passer ça, nous ne serons plus des humains, nous serons juste des êtres vivants. Ouais. Ça va à l'école, ça a des diplômes, ça conduit des voitures, ça a des maîtresses, ça se marie, ça construit. Et qu'est-ce qui fait de vous des hommes? Qu'est-ce qui fera de nous des hommes? Rien du tout. Donc moi, le conseil que je donne, ce que je demande, c'est une vraie structuration sur le modèle de ceux qui s'est déjà fait ailleurs. Ces gens-là doivent rendre des comptes. Et pour terminer, Bob, tu as dit le linge sale se lave en famille. Je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas une chose. Il faut qu'on dise qui est cette famille, qui a sali le linge et qui doit le laver. Platon et Aristote, l'un des deux, a dit que, je crois que c'est Aristote, que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que l'homme est fait pour vivre en groupe. Ce que vous avez fait, toi Théo, toi Cyril et tous les autres, c'est de défendre votre vote. C'est de dire que nous voulons être dirigés par des gens que nous avons choisis. Ce n'est pas un crime, Cyril.
Les assassins, ce ne sont pas toi. Ce n'est pas toi. L'assassin, c'est celui qui est venu te faire du mal. C'est lui l'assassin. Et même si aujourd'hui, il est dans une situation d'impunité, moi, je te dis qu'ils rendront des comptes. On va se battre parce qu'il y a une chose qu'on a sur cette terre. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dont découle, je ne suis pas juriste, hein, mais ce que j'aime avec le droit, ce n'est pas le droit qu'on fait au Gabon. Le vrai droit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'ingérence, la compétence universelle. Ce que tu as vécu, Cyril, écoute bien ce que je dis et je le dis aux autres. Si on ne t'a pas rendu justice au Gabon, on peut te rendre justice en Espagne, on peut te rendre justice en Belgique, on peut te rendre justice en Irlande. Aujourd'hui, et là je m'adresse à tous les turiféraires du régime, Monsieur Ousmane Sonko, pas le Sénégalais, hein, le Gambien, ministre de l'Intérieur de Yahya Jammeh, il est en prison en Suisse pour avoir torturé, tué et fait disparaître des Gambiens. Le gars pensait qu'en Suisse, parce qu'il avait ses maisons en Suisse, il partait en Suisse se reposer dans ses maisons. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait des Gambiens qui avaient déposé plainte en Suisse. On est venu sonner à sa porte. Menottes, au moment où je vous parle, il est en jugement, il est en prison. La compétence universelle. Parce qu'il y a une partie de l'humanité qui a compris que l'être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, a de la valeur. Donc, le désordre qu'ils font au Gabon, là, depuis des années, depuis des décennies, parce que j'entends Bob Tchadi, Omar Bongo, mais Omar Bongo, qu'est-ce qu'il a fait en 93? Qu'est-ce qu'il a fait en 94? Qu'est-ce qu'il a fait en 90? Qu'est-ce qu'il a fait au temps du parti unique? Toute cette violence vient d'où? Toute cette violence que nous avons au Gabon, cette violence d'État, elle vient d'où? De son règne. Omar Bongo disait quoi? Je n'aime pas qu'on me montre du doigt. Celui qui me montre du doigt, je le lui mords et je le lui coupe. Celui qui me montre du doigt, je le lui mords et je le lui coupe. Il n'y a pas plus brutal comme déclaration, il a dit en public. Il est temps aujourd'hui, parce que le problème qu'on avait, moi le problème que j'avais, c'était les témoignages. Là où tu es là, Cyril, note bien ce que je te dis. Tu peux faire arrêter quelqu'un ici en France, parmi tous tes bourreaux. Et je tiens à dire, hein, s'il y en a qui ont une prétendue immunité politique, les petits caporaux, les capitaines, là, les lieutenants, là, ils n'ont pas d'immunité. Il se pointe à Barcelone, il y a une plainte sur lui, on le prend là-bas. On le prend, il va rendre des comptes. Et lui, pour refusant de tomber seul, il va vendre les autres. Il y a des endroits sur Terre où leur cruauté n'a pas cours. Donc, on doit se battre pour qu'ils rendent des comptes. Moi, j'ai été dans ma vie aussi confronté à l'injustice. C'est pour ça que je me bats tant que je peux, avec les défauts qui sont les miens, pour que ça ne se reproduise plus. Toi, c'est pareil. Si on laisse... Cyril, demain, nos enfants seront victimes de ça. Demain, ils viendront chercher nos filles dans les maisons. On a vu ça d'ailleurs, non? Un militaire qui avait violé avec ses amis une jeune fille dont le père était venu parler. Vous vous en souvenez? Ouais. Militaire, c'est quoi? Permis de tuer, permis de violer, permis de voler. Voilà Karl. Voilà l'autre compatriote qui était à Port-Gentil. Lionel. Et Où Mike tout le aussi. monde voit comment vous tabassez quelqu'un, on vient nous sortir une autopsie à dormir debout en disant qu'il s'est coupé au pied. Même si on te coupe la plante des pieds pour que tu meurs, tant que tu n'as pas la jugulaire, donc la veine qui est au niveau de la cuisse, là, pour que tu meurs, tu vas mettre des jours. Je dis bien des jours. Une scène où il y a une dizaine de témoins, on vient nous raconter autre chose. Voilà Glenn Moudende, qu'on a oublié aujourd'hui. Glenn a été exécuté. Glenn Moudende n'avait plus d'armes, il était désarmé. On l'a traîné dans la cour. On lui a collé une balle dans la tête. On a pris son cadavre, on a mis dans un pick-up de Mandji où il était, on l'a mené à Lambaréné.
Rien ne justifie ça. Je dis bien rien du tout. Un homme désarmé, abattu sans armes, comme un chien. Avant ça, les gendarmes, enfin, les gendarmes entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas plus gendarmes que moi. Bref, les agents qui sont allés là, soi-disant l'arrêter, eux-mêmes ils savent à quelle unité ils appartenaient, ont brûlé sa maison. Ils ont brûlé sa maison. Voici les comportements de certains de nos compatriotes. Ils ont traqué Glenn. Prise d'otage, d'accord. Concédons le leur. Il a violé la fille là, d'accord, on concède. Même si on n'a pas de preuve, il n'y a pas de problème, on concède. Mais le gars, Glenn n'avait plus d'armes. On l'a traîné dehors. Abattu comme un chien. On a pris le cadavre, on a jeté dans le pick-up, amené à l'Ambaréné. Alors que où on aurait dû l'emmener, c'est à Mouila. Parce que la capitale judiciaire, c'est Mouila. C'est le parquet de Mouila qui devait enquêter dessus. On a enterré Glenn. Ceux qui l'ont abattu comme un chien vivent leur vie. Ils boivent leur castel, ils vont à Dubaï. Il faut que ces gens-là rendent des comptes. Même si ce n'est pas nous, on va commencer à jeter les bases. Il faut que ces gens-là rendent des comptes. Il faut que l'impunité cesse au Gabon. Que quelqu'un sait que quand il tue quelqu'un, quand il torture, quand il viole, en plus, qui plus est, avec les moyens de l'État, sous couvert de l'autorité que l'État lui confère. Donc vous et moi, vous prenez quelqu'un, vous l'emmenez au B2, vous le sodomisez à tour de rôle. Arme sur la tempe. Dans le B2, c'est une administration de l'État, c'est pour l'État, c'est pour nous. Il faut que ces gens-là rendent des comptes. Il n'y a que quand ils vont commencer à rendre des comptes, qu'ils vont se rendre compte que si je tue, demain, on va me demander ce qui s'est passé. Voilà Gilda Siloko, le concert des casseroles. On a oublié. Jinky Eman, Antoum. Jinky Eman a été abattu d'une balle dans la tête par un policier de la BAC, de Ntoum. Parce que Jinky Eman a frappé sur une casserole. Cyril, tu n'es pas une victime. Une dame qu'on a battue au Pékin. Cyril, ce n'est pas de ta faute. Il ne faut plus parler comme ça, dire je m'en veux. Ne t'en veux pas. Toi, tu es un être humain. Ce sont eux les animaux. Non, mais ce ne sont même pas des animaux parce que l'animal n'est pas cruel. L'animal tue pour deux choses. Il tue pour manger et il tue pour se défendre. Ce sont des monstres. Et il y a trop de monstres dans ce pays. Parce que même les personnes, vous êtes gentils ce soir. Quand quelqu'un arrive, dire maman a 500 morts, comme Tata Huguette l'appelait, Madame Laurence, donc, à un moment donné, il faut se dire les vérités. Cette femme-là, sur tous les plateaux, le peuple gabonais, on a tué les Gabonais, on a tué les Gabonais. Ah bon? Et aujourd'hui, non, c'est pas opportun. Ah bon? Et moi, je te dis chiche. Tu en as fait ton fonds de commerce. Quelles idées tu défendais? Aucune. Parce que l'arrogance, ce n'est pas les idées. À la place des idées, chez cette dame, il y a de l'arrogance. C'est pas la même chose. Partout où elle allait, c'était ça. On lui tend un peu le micro. On a tué les gens, on a tué les gens. Maintenant que tu es aux affaires, les gens dont tu parlais là tout le temps, pendant des années, ton fonds de commerce, c'était justement ça, un fonds de commerce. Ne confions plus nos vies à des aventuriers, à des musiciens, à des artistes, à des flibustiers et j'en passe. Ça doit être une affaire citoyenne, une affaire patriotique. Je vous ai dit, et je dis à ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont là sur le live, et les agents des services spéciaux, notez bien ce nom, Ousmane Sonko, pas le Sénégalais, le Guinéen, ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh, tout puissant en Gambie. Au moment où je vous parle, il est en Suisse, en prison, là où il avait acheté les maisons, là où il a les comptes bancaires. On va se battre pour que ça vous arrive. Sinon, vous allez continuer seulement à aller dans les pays du Golfe là-bas. Vous allez aller à Dubaï. Dès que tu veux voir la neige, tu vas à Dubaï. Parce que si tu te pointes à Barcelone, on te prend. Tu te pointes à Rome, on te prend. Tu te pointes à Bruxelles, on te prend. Plus jamais, Cyril, Théo, ne dites que vous étiez de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Vous étiez à votre place, au bon endroit. Vous étiez dans votre pays, vous défendiez votre vote. Ce sont eux qui n'étaient pas à leur place. Et pour ce qu'ils ont fait,
pour ceux qui vous ont fait, qu'ils ont fait aux autres, ils vont rendre des comptes. On va se battre pour ça. Et ils rendront des comptes. Parce que le Gabon, il n'y a pas que le Gabon sur Terre. La Terre, là, il n'y a pas que le Gabon dedans. Il y a des endroits où leur autorité, là, n'arrive pas. Et on est des êtres humains. Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous, les gars. Et sur les autres, je compte sur vous. Il faut qu'il arrive à M. Boubele Boubeya qui disait que personne n'a disparu. On dit que les gens ont disparu et on les retrouve à Paris. Gildas Chinga avait un passeport. Gildas Chinga. Notez bien ce nom. Gildas Chinga. Il a disparu. Il est au QG de Jean-Ping. J'ai travaillé pendant des années pour reconstituer la vie de ce compatriote. Il était menuisier. Il y a un meuble qu'il était en train de monter. Tellement sa disparition a choqué sa famille qu'ils n'ont pas touché à son atelier. Si on vous envoie les photos de cet atelier-là, vous aurez l'impression qu'il va venir terminer son travail. Et on vient me dire que les gens qui ont tué Gildas Chinga, qui l'ont enterré comme un chien, puis bon, ils vont mourir dans leur lit. Non. Non. Parce qu'après Gildas, il y en a eu d'autres. Et après les autres, il y en aura d'autres. Il faut que ça s'arrête. Sinon, ce n'est pas vraiment une vie. Ce n'est pas une vie qu'on aura vécue. Et ça, je refuse. Voilà, c'est mon dernier mot.